Dites-moi, est-ce que vous connaissez le point commun entre les Égyptiens, les Chinois, les Grecs de l'Antiquité, les soldats de Napoléon, Venise, l'Alsace, les Mongols, les bonnes sœurs, un mulot et Dijon? La réponse tout de suite. L'ancêtre du pain d'épices, c'est le pain de miel, inventé par les Égyptiens. À la base, l'apparition du pain est liée à l'agriculture, dont l'histoire est développée dans cet épisode, dont voici le lien. En Égypte antique, on cultivait de nombreuses céréales. L'Égypte est considérée comme le berceau de la boulangerie. Et pour enrichir leur pain, les Égyptiens ajoutaient de la graisse, des œufs, mais aussi ce qui nous intéresse, du miel. Le miel qui avait un effet conservateur, voire antiseptique. À savoir aussi que le miel est considéré comme le premier antibiotique. À l'époque, le pain enduit de miel était en partie destiné aux rites et aux offrandes aux dieux. Pour info, à la fin de la journée, on considérait que les dieux avaient pris leur part, et du coup les offrandes étaient mangées par les prêtres, qui se mettaient bien, il faut bien le dire. Les Grecs reprirent ensuite le truc. Il faut dire qu'ils confectionnaient plus de 70 variétés de pain, en utilisant des levures de vin pour faire lever leurs pâtes. Et ils en enduisaient certains de miel à l'égyptienne. Puis ce fut le tour des Romains qui reprirent l'idée à leur tour. Précisons que le pain était l'aliment de base des Romains avec la bouillie. Chaque catégorie sociale avait alors son pain. Pour les riches, il y avait le pain de farine blanche. Pour les pauvres, le pain de farine et de son. Et pour les esclaves, le pain d'orge. Le pain enduit de miel se répandit jusqu'aux légionnaires avec le panis mellitus, qui était un pain à base de farine de sésame et enduit de miel sans épices, le miel permettant une plus longue conservation. Mais le pain d'épices tel que nous le connaissons serait d'origine chinoise et s'appelait à l'origine le mi king, un pain de froment et de miel aromatisé avec les plantes du coin. Il a été mis au point en Chine au Xe siècle pour les empereurs de la dynastie Tang. La recette se répandant ensuite dans la société chinoise jusqu'aux Mongols. Et les Mongols l'adopteront vraiment parce que ce gâteau fera partie des rations de guerre des cavaliers de Gengis Khan, le fondateur de l'empire mongol, qui est pour info le plus vaste empire en un seul bloc de tous les temps. Le pain d'épices ayant l'avantage de se conserver parfaitement tout en étant très énergétique. Et son empire, Gengis Khan, il va l'étendre jusque chez les Arabes, que ses troupes affronteront allant jusqu'à raser la ville qui était alors la plus riche et la plus développée du monde au Xe siècle, Bagdad. Mais dans tout ce chaos, les Arabes vont récupérer la recette du pain d'épices. Et c'est pendant les croisades au XIIe siècle que les Européens découvriront à leur tour ce pain de miel, mais aussi les fameuses épices orientales. Il faut dire que le commerce des épices a constitué l'un des premiers réseaux mondiaux d'échange de marchandises sur de longues distances. 2000 ans avant Jésus-Christ, il se développait à partir de l'Asie du Sud et du Moyen-Orient. Les épices faisaient partie des rites de nombreuses religions antiques et le commerce des épices devient la source de contact direct entre les mondes grec, romain, indien et chinois. C'est ce qu'on a appelé la route des épices. Puis, avec la chute de l'Empire romain et l'expansion de l'islam, le centre de gravité du commerce des épices se déplaça vers l'Orient. L'océan Indien était alors le carrefour de tous les mouvements entre les sources de production d'Asie et les marchés arabo-musulmans et chinois. Dans toute cette organisation, l'Europe du Moyen-Âge ne pèse quasi rien et achète alors littéralement à prix d'or les marchandises dont elle ignore souvent l'origine. Ce sont donc les croisades qui permettent à l'Occident chrétien de redécouvrir les épices et de provoquer un nouvel essor des échanges commerciaux avec l'Orient musulman. Et étant donné qu'il y a beaucoup de pognon à se faire avec ce marché, les pays d'Europe du Sud commencent à se taper dessus pour avoir le monopole commercial. Particulièrement l'Italie, qui était alors un mélange de royaumes, de duchés, de républiques, de principautés, dont au final la République de Venise sortira grande vainqueur, s'offrant un quasi-monopole sur la redistribution des épices dans toute l'Europe.
Entre-temps, les croisés avaient rapporté la recette du pain d'épices chez eux en Allemagne et en France, où elle se diffuse par les monastères, qui sont des espèces de premières proto-usines fabriquant un peu de tout selon les endroits. Du fromage, du vin, de l'alcool, du savon, des huiles, de la maroquinerie, de la poterie et bien sûr de la bière, qui d'ailleurs finira par donner naissance à une expression que l'on connaît bien aujourd'hui. Car à cette époque, les moines avaient tendance à employer des gens de l'extérieur pour faire des travaux et ils les payaient avec leur bière. Mais si les gens de l'extérieur voulaient être payés en pièces, on leur donnait alors de l'argent pour qu'ils puissent s'acheter à boire de leur côté. C'est l'origine de l'expression pourboire. C'était même les moines qui faisaient les livres. À titre informatif, pour vous donner une idée de la puissance du truc, nous, à Dijon, on avait 2 monastères ultra dopés, ce qu'on appelle des abbayes, qui se tiraient la bourre en ville et qui furent vite rejoints par une succursale de l'abbaye de Cîteaux, ce qui eut pour effet de faire exploser l'économie de la ville. Ajoutez à ça quelques reliques de saints pour attirer le pèlerin, et là, c'est jackpot. Parmi ce que produisaient les monastères, il y avait aussi des lotions, des baumes et tout ce qui est médoc à base de plantes, avec entre autres des tisanes médicinales. Et pour les circonstances exceptionnelles, un peu de poudre d'os de reliques du saint du coin pour rendre le remède plus efficace. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que qui dit plante dit épice. Et ces monastères et abbayes produisaient aussi du miel considéré comme médicinal. Ce qui faisait que les pains d'épices de monastère étaient vendus au départ comme une sorte de médicament avant de devenir un gâteau d'ultra luxe. Le pain d'épices de cette époque était additionné à toutes sortes d'épices rares, donc totalement inabordables pour le commun. Clous de girofle, noix de muscade, gingembre ou encore cannelle. Ce qui faisait du pain d'épices un mets très précieux, symbole de richesse et de puissance, adoré par les nobles européens. Sa rareté était renforcée par son procédé de fabrication. La pâte du gâteau, enduite de miel, devait sommeiller pendant 6 mois. Depuis Venise, où arrivaient les épices, il y avait une grosse voie commerciale qui montait vers le nord de l'Europe jusqu'au principal nœud d'échange entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Ce gros carrefour, c'est l'Alsace. C'est donc à cet endroit qu'on trouvait le plus facilement des épices à l'intérieur du continent. Et vu que le miel était produit sur place, il y avait tous les éléments pour provoquer l'explosion de ce qu'on appelle les pains d'épicier. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, l'Alsace est réputée pour son pain d'épices. Ce carrefour commercial était également relié au nord de l'Europe, dans les Flandres, par des routes menant jusqu'aux ports commerçant avec l'Angleterre, où le pain d'épices continue son parcours en étant particulièrement apprécié par une comtesse de Flandre qui s'appelait Marguerite.